Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 9 avril 2025. Alors aujourd'hui, on a la confirmation du chaud et du froid de Trump avec toujours la guerre commerciale et surtout la réponse de la Chine. Trump qui avait énormément taxé la Chine et qui avait confirmé ne pas revenir en arrière pour le moment. Il y aura certainement des négociations après. Donc une Chine taxée sur certains produits à hauteur de plus de 100%, c'est-à-dire qu'on double le prix des produits. Ça fait énormément de taxes forcément, et pour la plupart des produits, ils deviennent quasiment invendables parce qu'un prix multiplié par deux, le consommateur va certainement pas l'acheter. Donc la réponse de la Chine, qui a répondu en augmentant également les taxes pour arriver à près de 84% sur les produits américains qui seront vendus sur le sol chinois. Alors c'est un peu moins embêtant pour les Américains qui vendent un peu moins aux Chinois, mais ça va quand même les handicaper fortement. Et c'est un peu l'escalade, on le voit depuis quelques jours. Une autre nouvelle aussi, c'est la santé. On avait parlé du secteur de la santé qui n'était pas encore taxé par Trump. Et ben, on a eu des échos comme quoi on devrait avoir très bientôt des nouvelles taxes sur les valeurs pharmacie santé. Donc forcément aujourd'hui, on a pas mal de baisses et on le voit ici par exemple sur AbbVie, Eli Lilly, Johnson Johnson, c'est les plus grosses baisses quasiment sur le marché américain. Et sur le marché français, c'est pareil avec les valeurs santé. Donc ces valeurs-là qui étaient un peu mises entre guillemets, on les a pas oubliées. Trump les a pas oubliées et il va les taxer certainement. Donc on attend le montant des taxes. Est-ce que ça sera 25%, 15%, on verra. Euh, Est-ce qu'ils ont énormément besoin de taxer ces produits-là, ou est-ce qu'ils sont capables d'en avoir chez eux? C'est ça le problème, parce qu'on a vu que sur l'énergie, ils ont besoin d'énergie pas chère, donc ils sont prêts à accepter pas mal de valeurs du secteur énergétique sans les taxer parce qu'ils en ont besoin. Sur le secteur de la santé, pas forcément. Donc ça risque là aussi, de monter assez fort ces prochains jours. Donc les marchés s'adaptent. Aujourd'hui, on fera un petit point sur les 40 valeurs du CAC 40. On verra aussi rapidement quelques valeurs US, comme ça, on va regarder les Batman. Et on verra quelques valeurs toujours intéressantes. Alors un petit point avant de commencer sur les chiffres. Stocks de pétrole brut qui sont revenus en légère hausse encore, plus 2 millions et demi. On était à plus de 6 millions de barils la semaine dernière. Mais le Brent continue de baisser avec cette guerre commerciale et ces échanges finalement qui continuent de baisser. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Les rebonds, on l'avait dit hier, et ça va être un peu le thème de cette semaine, c'est ne pas se précipiter, je pense, parce qu'on a toujours des petits mouvements de réaction, mais qui sont pas encore trop importants pour peut-être nous donner une porte d'entrée intéressante. On a encore peut-être pas mal de baisses. On va regarder rapidement les Batman pour voir que si on est potentiellement sur des zones, on le voit, on a comblé le gap, là c'est bien, ce gap-là il n'existe plus sur Alphabet. Potentiellement une zone de rebond, mais on n'a pas encore cette confirmation, que ce soit au niveau du cours, des moyennes, des obliques. Donc attendre toujours un peu mieux au niveau des indicateurs et aussi éventuellement au niveau du contexte. Pour l'instant, on a toujours beaucoup de taxes et peu de négociations. C'est évidemment la même chose sur Amazon. Apple qui a énormément chuté également, et c'était une des plus grosses caps il y a quelques temps. Là aussi, on compte des vieux gaps finalement qui datent de quasiment un an. On le voit avril 2024. Comme quoi, on revient très souvent sur les gaps, notamment les gros, les grosses zones de gap sont souvent comblées à plus ou moins long terme. Donc celle-là, elle n'existe pas et plus éventuellement des zones de rachat, mais là encore, ne pas se précipiter sur Broadcom. Euh, on tente le rebond. Alors rebond technique assez faible, mais il y a quand même quelque chose potentiellement sur celle-là. On va voir Nvidia après. Ça bazarde pas complètement le titre.
pour le moment. Maintenant, on sait que les semi-conducteurs, hein, c'est toujours un peu compliqué. Et l'IA est pas au mieux en ce moment, mais je pense qu'il y aura toujours des belles performances à venir. Par la suite, Meta Platform, c'est pareil, on la suivait, elle était intéressante ici, hein. On aurait pu peut-être anticiper ce qu'on disait, c'était le rebond moyenne à 200 et cassure d'oblique, mais on voit qu'il n'y a pas eu, de cassure moyenne à 20 et oblique, donc on continue de baisser, c'est pour ça qu'il faut attendre toujours les rebonds effectifs. Microsoft, c'est la même chose, ils sont tous dans la même configuration. Nvidia, qui a tenté un petit rebond technique aussi ces derniers temps, mais on le voit, la force du rebond, il est assez misérable pour le moment, donc on s'accroche éventuellement au 97 hein, sur Nvidia. On est aussi dans ces petits biseaux descendants qu'on avait cassé 2 jours, mais on est dans le bas du biseau éventuellement à tenir hein, ici pour tenir le support, rester dans le biseau et puis éventuellement sur des bonnes nouvelles sortir. Ça, ce sera le scénario positif parce qu'on peut évidemment continuer hein, à baisser. Pour le moment, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Et puis Tesla, double échec moyenne à 200, mais des rachats intéressants sur l'ancienne zone de gap. Là aussi, hein, c'était l'élection. Plus ou moins. Octobre. Ah, c'était quelques jours avant l'élection 2024. Et on y revient. Et puis, moi, j'avais noté cette zone-là intéressante à racheter. On est encore sur les mêmes niveaux quelques semaines après. Il n'y a pas énormément de rendu sur Tesla. C'est ça que j'aime bien. C'est l'arrivée enfin sur les 218. Ça vend pas trop fort pour le moment. Là aussi, trop tôt pour acheter. On achète tout. On attend la confirmation. Et puis, boum. Des rentrées massives d'investisseurs, des volumes intéressants, même si là on a déjà pas mal de volumes. C'est ça qu'on va rechercher hein, sur beaucoup de valeurs. On va regarder le CAC 40 avec beaucoup de rouge. Le CAC qui revient hein, sur les niveaux de lundi finalement. Et on a eu un petit rebond hier, mais on l'a dit, les rebonds, hein, ils doivent être confirmés et puis ils doivent être relativement forts pour nous indiquer que la tendance s'arrête. Et là, pour le moment, ça s'arrête pas. Alors, ça empire pas, mais il n'y a pas grand-chose à faire. On est toujours sous les 30 niveau RSI, mais on est revenu sur un niveau clé hein, sur l'indice. Les 6826, le plus haut de avril 2022, la résistance de décembre 2022, la cassure de janvier 2023 et le rebond d'octobre 2023. 6826, c'est cette zone-là sur laquelle on a rebondi lundi. Et sur laquelle on revient encore. Donc peut-être des raisons d'espérer, mais évitons hein, de trop anticiper. On peut peut-être le jouer éventuellement, ce rebond, mais ne pas hésiter à changer son fusil d'épaule si on voit qu'il y en a toujours la guerre commerciale et puis une chute qui arrive sur les marchés. On va faire les actions et on commence avec Accor. Toujours baissier Accor, hein, c'est toujours évidemment cet oblique à suivre. Un peu comme sur beaucoup de valeurs, hein, on attend les premiers niveaux, c'est celui-là hein, qu'on pouvait acheter éventuellement. Et malheureusement, le contexte arrive, et contexte difficile à anticiper. Surtout quand on était ici hein, au mois de février-mars, avec notamment les taxes. Donc cette zone-là, elle est évidemment plus bonne à acheter. Sur Accor, les 33,5 peut-être pour un retour ici, et on le voit, ça risque de mettre beaucoup de temps aussi, donc prendre son temps, attendre des débuts de réaction pour rentrer. Pour l'instant, c'est baissier, et il n'y a pas grand-chose à faire sur Accor. La bonne nouvelle, c'est que les PER vont baisser et que ça va redevenir intéressant. Les mauvaises, c'est si vous êtes dessus, il fallait partir avant, comme sur beaucoup de valeurs. Hein. Moi, j'avais allégé en partie quelques valeurs, même auxquelles je croyais, notamment, on va reparler comme Schneider par exemple, mais oui, il n'y a pas grand chose à faire dans ces périodes-là. Il faut plutôt quitter vers le début quand on sent que ça commence à tanguer. Maintenant, le mieux, ce qu'on peut faire, c'est attendre sur les valeurs intéressantes, comme Accor, qui est une bonne valeur et qui a des chances de remonter. On verra les valeurs qualitatives hein, après. C'est plutôt intéressant, mais le contexte est mauvais, donc on perd du temps. On va perdre 1 mois, 2 mois. Mais il n'y a rien d'autre à faire. Ou alors vendre tout pour avoir des liquidités et injecter sur des choses qui marchent. Mais là, on a toujours un risque, hein, parce qu'évidemment, il y a des frais. Et puis, on risque à timer trop le marché
perdre un peu des plumes, donc c'est à vous d'arbitrer selon les valeurs. Air Liquide, une belle valeur aussi, pas mal de ventes aux États-Unis, donc une baisse un peu forte, un peu trop forte aussi, mais comme beaucoup, hein, c'est des valeurs qui, je pense, remonteront. Et on revient sur le signal d'achat ici qu'on avait donné au mois de janvier. Pas trop de raison d'être inquiet sur Air Liquide. Alors, il faudrait nettoyer un peu après, mais l'intérêt, c'est quoi? C'est de voir aussi la tendance hein, qui est en train de se replacer, se refaire. Et puis les niveaux clés, ici, les 160, c'est une bonne zone pour Air Liquide. Donc là aussi, chose négative évidemment, hein, retour, on a un petit gap même. Cassure de toutes les moyennes ici, on a le gap baissier, donc à court terme on n'est pas bon. Mais si on a un début de réaction, des rachats sur 160, inversion de MACD, on le voit, hein, on était de toute façon en consolidation, donc on allait baisser un peu, ça a été amplifié, et c'est ça qui nous intéresse, c'est cette amplification qui va nous permettre peut-être de racheter à bon compte, ou de renforcer pour certains. Air Liquide, oui, à 160, ça fait peut-être partie des valeurs sur lesquelles on peut déjà même se placer, type DCA un peu, et sur lequel on risque un peu moins. Donc c'est une belle valeur. Comme toutes, on va attendre quand même, éventuellement se placer avec une partie de la position, hein, la moitié ou un tiers, mais attendre plutôt ce phénomène-là et cette cassure, parce que éventuellement on pourra encore aller là. Et pour le coup, si on redescend sur les 150, hein, bah, ça nous mène peut-être à cet été pour une cassure. On surveille comme d'habitude les indicateurs qui nous donnent des points d'entrée et puis le contexte global. Airbus avait parlé du losange hein, sur Airbus et on a cassé vers le bas. On l'a vu notamment ici, le 3 avril, cassure vers le bas. Donc qu'est-ce que ça nous indique? Bah, un cours qui baisse, là aussi amplifié par le contexte un peu anxiogène de tout le monde hein, et des taxes. Et finalement, le prix pas énorme maintenant, hein, 134, 135 sur Airbus. Court terme, évidemment, c'est pas bon. On casse les grosses moyennes, on est dans une dynamique assez mauvaise, mais dans une optique moyen-long terme, on retrouve un prix plutôt intéressant. Donc si on veut jouer le long terme, oui, pour Airbus. Si on veut jouer le court terme ou le moyen terme, on va attendre un début de réaction et peut-être la cassure à nouveau des 147 ou au moins la préparation du cours vers les 147. Ça nous donnera une porte d'entrée intéressante. ArcelorMittal, là aussi, le gap évidemment n'existe plus. On revient sur toutes les moyennes qu'on a quasiment cassées aussi. Sur Arcelor, alors il y a toujours un peu le cessez-le-feu qu'on avait peut-être un peu anticipé avec la Russie et l'Ukraine, et éventuellement la reconstruction, et puis la capacité d'Arcelor à avoir des contrats en Ukraine. La Chine va un peu mieux. L'acier devrait se vendre un peu mieux, mais bah, les taxes ont un peu tout rebattu, hein, parce que là, l'acier il va difficilement être exportable, notamment aux États-Unis. Il faut attendre, je pense, sur Arcelor, malgré quand même la bonne dynamique qu'elle avait enclenchée avant, parce que c'est un secteur assez compliqué. Puis on a eu, oui, les mauvaises nouvelles hein, sur les taxes acier, et puis sur le cessez-le-feu qui ne se fait pas. Seule la Chine, si elle repart très fort, pourrait nous inciter à revenir à l'achat rapidement sur Arcelor. AXA, même les assureurs hein, qui sont plutôt toujours dans une dynamique assez positive, pas forcément les plus impactés hein, par les taxes de Trump, et même eux, ils se font relativement défoncer. Hein. On le voit, la baisse sur AXA, on a perdu en 3 jours, on a perdu 13%. Pour le coup, oui, ça résiste un peu mieux parce que là, on est en train de travailler au-dessus des moyennes. Alors les rebonds là-dessus seront peut-être plus intéressants que sur d'autres. Sur AXA. Et on voit ces zones autour de 34. 34 souvent jouées. On a méché sur 34. Là, on est sur les 35. Dans un premier temps, oui.
ça peut s'acheter. Et c'est peut-être des valeurs un peu plus résilientes que le reste. Maintenant, à court terme aussi, c'est un peu compliqué parce qu'on voit la volatilité, notamment le chandelier de lundi, hein, qui est assez spécial. On a comblé le gap, hein, mardi. Un peu spéculatif pour jouer le rebond, mais pourquoi pas, hein, sur des valeurs comme ça peut se faire. Les bancaires, on avait dit de prendre ou de monter les stops ou de prendre les bénéfices, hein, parce qu'on revenait quand même sur des niveaux relativement hauts après une période assez de gains assez rapides, notamment depuis le début de l'année. On a fait que monter en ligne droite. Donc forcément, prise de bénéfices, amplifiée encore par la chute. Le problème, c'est que oui, ralentissement économique, problème de taxes, les bancaires vont pas forcément bien apprécier. Alors même là, si on est plutôt européen et français, baisse des taux aussi, a priori, hein, la BCE devrait continuer. La Fed, on verra, mais la BCE devrait continuer. Donc, ah oui, les profits, fallait les prendre, je pense. Et si on veut racheter des bancaires, bah plutôt l'acheter un peu quand c'est la panique, quand c'est un peu moins cher et quand c'est plutôt sous les niveaux qu'on juge plutôt corrects, comme on pourrait le juger aujourd'hui. Hein, on le voit, c'est autour de toutes les moyennes. Donc là, on est plutôt dans un prix juste. Quel intérêt d'acheter? Plutôt acheter plus bas. Et si on revient vers les 54, 55, avec là aussi une réaction. Donc j'achèterai pas tout de suite les bancaires. Je pense Bouygues, la construction, entre autres, là aussi qui est remis un peu à plus tard, mais on avait quand même donné des signaux plutôt forts, et c'est ça que j'aime bien, c'est de voir un peu les signaux qui étaient donnés avant les problèmes de taxes. Et là, on avait la cassure ici, on avait donné un signal d'achat au mois de février de cette année, on a pris les bénéfices sur la résistance autour des 36 euros. Derrière, loin d'être catastrophique. Alors Bouygues aussi, c'est pareil, c'est pas pas un marché énorme aux États-Unis, donc impacté oui, mais peut-être moins que les autres. Et on voit les 33 largement au-dessus des moyennes les plus longues, et on n'est toujours pas dessus. Donc ce qu'on peut espérer peut-être sur Bouygues, hein, c'est un travail ici autour des 33. Et quand ça ira mieux, quand le contexte sera favorable, à rattaquer la résistance et cette fois la casser avec un contexte intéressant, peut-être avec la Chine aussi, ou l'Europe, tout simplement. L'Europe, la construction, les infrastructures, peut-être aussi en Allemagne, mais je ne sais pas s'ils ont beaucoup de débouchés en Allemagne, oui, mais ça peut être intéressant. Et puis il y a aussi la part média avec TF1, qui fait partie, hein, de Bouygues. Bureau Veritas. On avait parlé, hein, de cette petite configuration qui était un peu moyenne si on cassait vers le bas. C'est ce qu'elle a fait. Là aussi, le contexte amplifie la baisse sur Bureau Veritas. Avant l'entrée au CAC 40, j'étais pas déjà très favorable, mais bon. On comble le gap, le vieux gap ici qui date de quasiment même plus d'un an. Et sur Bureau Veritas, alors moi, j'avais pas aimé trop les chiffres et les fondamentaux, même si c'était pas mauvais, hein, sur Bureau Veritas, notamment pour son entrée au CAC 40, on l'avait un peu regardé de plus près. Oui, les niveaux de valorisation reviennent bien, mais est-ce que c'est cette valeur-là que je jouerais, ce secteur-là? Je pense qu'il n'y a pas forcément un momentum aussi intéressant à avoir en ce moment, donc plutôt observer, même si je suis pas forcément contre cette valeur. Capgemini, impressionnant Capgemini parce que la baisse là, elle est vraiment énorme. Alors le gap sur les résultats qui étaient pas bons, hein, les résultats du mois de février. Et on espérait tenir cette zone-là, les 146, parce qu'on les avait tenus notamment depuis un moment, depuis ici, hein, 2021, avril 2021. On avait rebondi quasiment dessus en 2022, à l'été 2022, à la rentrée 2022, à la fin d'année 2022, même au mois de mai 2023. C'était toujours au-dessus des 146. Là, on était revenu dessus. Et on l'avait dit, hein, avec les deux petites obliques, cassure vers le haut ou vers le bas. Et finalement, on a cassé vers le bas. Et puis, on s'arrête plus sur Capgemini. Donc, c'est évidemment non. Services numériques, hein, qui sont pas au mieux, qui suivent un peu aussi les techs. Donc, attendre un retournement un peu général du secteur pour se réintéresser. Qu'est-ce qu'on peut viser éventuellement sur Capgemini?
Les 111. On a rebondi sur les 111. Donc éventuellement un deuxième test des 111 et une petite reprise. Mais on le voit, c'est risqué. Donc jouer comme ça, les rattrapages, les rebonds, c'est pas la chose la meilleure à faire, je pense. Et c'est pas les valeurs qui vont attirer le plus de monde. Carrefour, toujours négatif. Le rebond, il n'a pas été suffisant pour combler le gap. Le gap, il existe toujours, hein, malgré le rouge qu'on a eu sur le marché avec les valeurs défensives qui sont censées marcher. Alors oui, ça a marché, mais pas assez, on le voit, pour combler le gap. Carrefour, ils ont toujours pas mal de soucis aussi, hein, alors même s'ils essayent de se développer, notamment en Amérique du Sud. L'inflation baisse en France, donc ça c'est bien, notamment, hein, pour leur marge en France, ça va aller mieux. On peut dépenser un peu plus, mais c'est un peu le seul point positif, hein, sur Carrefour. Et graphiquement, il n'y a absolument rien à faire non plus, à part éventuellement jouer les 12,6 pour un rebond. Mais là aussi, pourquoi jouer un rebond sur Carrefour? J'ai pas trop la réponse, et donc je ne le jouerai pas. Crédit Agricole, comme les bancaires, hein. Les prises de bénéfices, on l'avait dit, probablement des retours ici et sur les 16 points, et puis si on cassait les 16 points, c'était pas terrible. Et c'est ce qui s'est passé. Donc Crédit Agricole, depuis 2 ans, je crois, elle surperforme un peu les autres. Elle a des chiffres assez exceptionnels quand même. Mais là aussi, j'achèterai pas les bancaires, on l'avait dit, grosse montée, et on s'attendait à des prises de bénéfices, c'est fait, amplifié par le contexte. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Bah, du temps, voire plus de chandeliers, plus de construction. Où va aller le titre? Est-ce qu'on va valoriser encore plus bas? C'est possible. Les bancaires, fallait prendre ses bénéfices, hein, il y a quelques jours. Maintenant, c'est plutôt en mode observation, je pense. Danone, toujours plutôt favorable sur Danone. C'est une valeur que j'aime bien, notamment depuis ici, je crois, l'été 2024, quand elle avait, même un peu avant, quand elle avait annoncé son plan, un peu plus sur les marges notamment, et les produits à haute marge, avec les produits protéinés aussi qui fonctionnent bien, notamment aux États-Unis. Depuis, ça fait que monter. Mais alors, valeur défensive, ça monte, oui, mais le pourcentage, il est pas énorme. On prend ici, depuis l'été 2024, on fait 20%. Donc c'est très défensif, c'est lissé. C'est assez peu risqué finalement pour l'investisseur, hein, donc plutôt favorable. On a quand même à court terme un peu de pression là sur le titre. Mais oui, des retours éventuellement, hein, plus bas, mais c'est même pas sûr qu'on y revienne, hein, sur les 67,9. On regardera sur tous les indicateurs, hein, si on veut rentrer sur Danone, qui est toujours en mode consolidation, mais il y a quand même des belles zones de rachat, hein, autour des 70. Donc on tape déjà un peu le bas des Bollinger, donc je serais pas surpris qu'on retrouve un peu le haut bientôt vers les 73. Plutôt positif quand même sur Danone, hein. C'est une valeur assez sûre en ce moment. Dassault Systèmes, moyen, on visait ça sur Dassault. Alors compliqué d'anticiper, hein, ce qui s'est passé avec Donald. Et on revient sur les 31,8 sur Dassault. Par rapport à d'autres valeurs un peu défense-guerre, elle est un peu moins forte, celle-là, hein. Elle a moins de contrats militaires aussi, Dassault Systèmes. Elle a aussi alors, normalement, une filiale dans les sciences de la vie, je crois, qui était censée un peu mieux fonctionner, qui met du temps à générer du cash et du chiffre d'affaires. C'est compliqué. Les graphes sont pas très encourageants. Maintenant, ça, c'est pas mal quand même, parce qu'on revient sur les 31,8. 31,8, c'est racheté. Octobre 2022, novembre 2022. Juillet 2024, et puis toute cette zone-là, octobre-novembre 2024, et puis là on y revient, boum, c'est en train d'être acheté. Donc éventuellement, on achète le support, et on espère une construction dessus et au-dessus, et plus tard pour jouer le moyen terme. Si ça casse, on part. Donc il y a éventuellement quelque chose à faire, hein,
voire dès demain, même en fin de semaine. On surveillera le RSI. Si on voit le RSI revenir au-dessus des 30, le cours revenir au-delà des 31,9, potentiellement on achète et on met les stops un peu en dessous. Ça peut se tenter sur Dassault Systèmes. Edenred, on attend toujours la loi notamment, la législation. En Italie, je crois que ça a été fait avec des plafonnements, je crois que c'était autour de 4% de plafonnement sur les tickets restaurants. Il y a eu aussi une dématérialisation qui est en train d'être faite sur ce secteur-là. Mais finalement, les taux de plafonnement sont assez bas déjà en l'état. Donc, même si on a un plafonnement à 5%, ça devrait a priori pas changer grand-chose pour Edenred. Ce qu'on a peur, c'est éventuellement quelque chose de pire. Mais sur ce qui avait été fait en Italie, finalement, la France pourrait s'en inspirer. Donc, c'est ça qui inquiète un peu les investisseurs, c'est qu'on n'a pas de certitude. Deuxième chose, c'est la dette. Il y a toujours un peu de dette sur Edenred. C'est pour ça qu'on attendra plutôt les prochains résultats qui devraient bientôt arriver, puisqu'on est déjà au mois d'avril. Et moi, je regarderai sur Edenred comment la dette évolue. Si la dette évolue dans le bon sens, plutôt banco, parce que là, on a quand même beaucoup trop, je pense, dégradé la valeur. Qui devrait s'en sortir. Il y a Pluxee qui marche pas mal aussi. Le contexte, comme tout, on a tout vendu. Même Edenred qui a pas de quasiment rien à voir avec les États-Unis. Ils sont vendus. Quel intérêt. On revient sur des supports intéressants. Il y a ces deux problèmes, législation, mais qui devraient être réglés normalement avant cet été, et puis la dette. Moi, je suis toujours plutôt favorable sur Edenred. On revient sur un niveau de support intéressant à acheter. Il manque juste ces petits indices qu'on aura certainement sur les résultats. J'ai pas encore regardé quand arrive la saison des résultats, mais ça devrait pas tarder, avril-mai, sur Edenred. Engie, on l'avait dit sur Engie, le haut du canal plutôt à vendre parce que correction, c'est ce qu'elle a fait. On l'a frôlé derrière, boum. Prise de bénéfice et on vend. Alors ça reste haussier sur Engie, c'est même plutôt une des rares ces derniers temps à bien résister. Mais oui, court terme, un gap baissier, prise de bénéfice parce que on a pris quand même depuis le gap 14% en un mois. Donc forcément ça baisse un peu, mais éventuellement à racheter un peu plus tard. Éventuellement, là on est quasiment dans le bas de canal. Alors, on pourrait mettre une autre oblique sur ce canal. C'est éventuellement le milieu maintenant, vu la forme. Mais on voit bien cette tendance avec ces résistances à 15-16 qui a été testée plusieurs fois et qu'on lâché récemment ici au mois de février. Donc là, on a quand même un signal super positif sur Engie pour la suite. C'est pas impossible d'y revenir. Sans voir l'oblique comme ça, mais plutôt les obliques fixes. Donc la cassure des 16, un retour ici autour des 16 et puis une continuation de la tendance. Donc à court terme attention, mais à moyen long terme plutôt favorable sur Engie. Et il faudra, je pense, acheter les 16 en gros, si on y revient, sur l'énergéticien Essilor. Là aussi c'est une belle valeur qualitative. Alors ils vendent beaucoup aux États-Unis, je crois que c'est 40% de vente en Amérique du Nord. Et on revient plutôt bien. Support des D139 qu'on a un peu enfoncé, mais on revient sur la moyenne à 200. Il y a aussi l'oblique long terme. Regardez l'oblique long terme ici qui pourrait être acheté par là durant le mois de mai, fin avril, début mai. Si on agrandit un peu, c'est toute cette zone-là finalement qui doit être travaillée et recassée. Donc les 237, 240. On espère quelques semaines de travail et une cassure vers le haut qu'il faudra certainement acheter. Essilor, c'est une très belle valeur avec le vieillissement de la population. Les lunettes, ça devrait continuer de bien fonctionner. Donc oui, et là on revient sur des niveaux intéressants parce que perte de 22% en un peu moins de 2 mois sur une valeur qui a finalement pas beaucoup de... pas vraiment de raison de baisser. Pareil, je crois qu'il y a pas mal d'usines aux États-Unis, donc les taxes,
ça devrait l'impacter modérément. Donc plutôt favorable, mais attendre, comme la plupart, hein, le rebond effectif. Mais oui, c'est une super valeur, et Essilor, hein, c'est ça qu'on va chercher. La fin de la baisse et puis le début de rebond pour se placer et jouer la dynamique sur cette valeur. Eurofin, non, toujours pas. On a presque comblé le gap, mais on l'a toujours pas comblé sur Eurofin. Et puis avec les nouvelles taxes qui risquent d'arriver, hein, aux États-Unis, tout le secteur santé est pas au mieux. Donc, et puis Eurofin, il va leur falloir du temps quand même pour rassurer les investisseurs. Le graphe, il est horrible. Quand on voit ça, faut évidemment pas acheter, éventuellement jouer des dynamiques court terme. Ça peut s'entendre. Mais pour l'investisseur lambda, c'est plutôt à éviter. Hermès, là aussi, c'est une valeur que je surveille beaucoup. C'est la valeur du luxe que je préfère avec Ferrari. Hermès, la Chine va un peu mieux. Et puis la guerre Chine-États-Unis, ça peut peut-être profiter à la France, avec les accords entre la France et la Chine, hein, et puis tout le monde finalement. L'Inde aussi, on avait parlé de l'Inde qui pourrait en profiter. Donc oui, des ventes à nouveau du luxe un peu plus fortes en Asie et en Chine. Il y a des chances que ça arrive. Qu'est-ce qu'on voit sur Hermès? On voit quand même cette belle consolidation. Alors le début d'année, hein, exceptionnel. Moi j'étais resté que quelques semaines au lieu de que quelques mois, donc j'ai vendu un peu tôt sur Hermès. J'ai fait une partie de la hausse, j'ai pas fait toute la hausse malheureusement, mais derrière on savait, hein, qu'il y aura une consolidation. Elle a été un peu forte et un peu rapide, mais elle est quand même plutôt propre par rapport aux autres. Qu'est-ce qu'on voit sur Hermès? On a comblé le gap ici du mois de janvier, en créant un autre, notamment ici. Mais surtout, le retour de la moyenne à 200 qu'on est en train de jouer. Et là, on le voit, échec, 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 3 jours, lundi, mardi, mercredi. On essaye, mais on n'a pas le signal. Le marché est en train de tester. Est-ce qu'on valide le retour du luxe? Lundi, non. Mardi, non. Mercredi, non. Donc, on attend. Mais le jour où probablement on casse, on se remet, hein, ici en embuscade pour accumuler, attendre les bonnes nouvelles de la Chine et partir vers le haut. Donc moi, c'est une valeur sur laquelle je pense m'investir dès qu'on aura des signaux, peut-être à la fin du mois d'avril ou début mai, ou avant, hein, mais on verra. Mais oui, alors, comme d'habitude, hein, on revient sur la moyenne de 200, on la casse, potentiellement, on va sur le support un peu plus bas, vers les 2000. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux attendre. Mais c'est une belle valeur qui a quand même donné des signes favorables ces derniers temps. Kering, non, hein, c'est la plus faible, c'est la plus risquée. À chaque fois, elle déçoit, gros gap baissier. Et on voit quand même la différence. Hein, c'est le même secteur, mais ils font la même chose, mais ils n'ont pas le même maillot, hein, Kering. Donc forcément, on va éviter. On casse tout. Le graphe parle de lui-même. Hein, tout est baissier, on casse les supports, on casse les moyennes, il n'y a pas d'inversion de tendance, on est sous les 30 niveau du RSI depuis le 14 mars. C'est n'importe quoi sur Kering. Il y aura forcément un moment où ça vaudra le coup parce que ça sera peu cher. On se l'est probablement dit ici, sur les 300, on se l'est probablement dit sur les 400, on a probablement dit la même chose sur les 500, et puis ça continue de baisser, donc non. Non, sur Kering. Le grand. La dynamique data center comme Schneider, hein, qui a été plombée par DeepSeek. Derrière, on panique un peu et puis l'IA ne revient pas. Même si on a vu que Broadcom et Nvidia résistaient un peu. Hein. C'était pas la Bérésina, on vendait pas comme des fous, mais c'est quand même baissier. Donc par répercussion, les data centers ont été un peu mis, alors pas de côté, mais un peu baissés en termes d'investissement, mais il y a toujours des investissements énormes, donc le grand il devra en profiter, mais là on n'est pas dans la bonne dynamique, on n'est pas dans le momentum, donc tout le monde vend, les flux ils vont vers les valeurs qui fonctionnent ou les valeurs défensives, et le jour où on reparlera d'IA et de technologie et de data center, le grand ils vont remonter, mais en attendant ils risquent de continuer à plonger. Alors la bonne nouvelle c'est qu'on a les 87 ici, qui peuvent servir de support. Donc c'est éventuellement ça à surveiller. Mais là aussi, hein, c'est baissier court terme et il faut plutôt être en mode observateur sur le grand et puis rentrer un peu plus tard. L'Oréal, moi je suis toujours dessus sur l'Oréal. Il y a un retournement qui est en train de se passer. Hein. On a vu le bas de cycle, notamment fin d'année dernière.
Le retournement, il est long, on l'avait dit, hein, des hausses, des consolidations, des hausses, des consolidations, c'est ce qu'elle continue de faire. Pas mal de volatilité. Là, on est revenu un peu sur la zone de gap qu'on avait racheté sur les 332. Ça tient. Là aussi, avec la Chine, hein, L'Oréal, ils vendent pas mal là-bas, notamment. Aux États-Unis aussi, ça peut être un peu plus problématique, mais bon, on n'a que 20% de taxes, hein, en Europe, donc c'est pas idéal, mais c'est pas la mort non plus. Ça devrait fonctionner, mais là on est plutôt aussi dans du long terme sur L'Oréal. Moi je suis toujours dessus. LVMH, moyen. Ça ressemble plus à du Kering qu'à du Hermès. Donc c'est pour ça, les secteurs oui, mais jouer quand même les leaders de secteur et ceux qui s'en sortent le mieux. On le voit sur LVMH. C'est pas terrible. Regardez le RSI, on va revenir sur Hermès. Ils ont passé que quelques jours, hein, sous les 30 au niveau RSI Hermès. Là, on est à 30,5, donc on est déjà au-dessus. LVMH, c'est un peu comme Kering, et ça fait des mois, enfin des semaines, 7 mars, mars-avril, sous les 30, on fait que vendre, on vend, donc non, 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 non. Et le support des 516, il vient de péter. Il y a tout qui est en rouge. On est en dessous. On est sous les 516, on est sous toutes les moyennes, tout est baissier, donc absolument pas. Michelin, la zone, hein, autour des 34,5 qu'on avait cassé juste 2 jours, on s'était dit ça y est, ça part, et finalement le lendemain c'était reparti. Ça tient pas, donc c'est prise de bénéfice. Et puis le marché auto aussi qui n'aide pas sur Michelin. Donc grosse vente, c'était une zone clé. Et malheureusement, ça n'a pas tenu. Donc là, on revient bien, hein. C'était les 29. C'était une petite zone de gap. Moi, j'avais joué avant. J'avais joué ici, au mois de novembre 2023, je crois. Les 29, on y revient. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter? Peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être un peu plus tard, parce que si le secteur auto va un peu mieux, Michelin, ils iront un peu mieux. Et puis là, on n'est pas forcément très haut, hein. J'ai pas regardé le PER sur Michelin, faudrait éventuellement le faire, hein, avant de rentrer pour Michelin, voir un peu où elle se situe, mais on va retrouver des niveaux de valorisation aussi intéressants. Donc peut-être quelque chose à faire sur Michelin si on est capable, oui, de tenir les 28. Donc quelque chose comme ça. Et puis on pourra jouer un peu comme L'Oréal, je pense, hein, des montées, des consolidations, avant que le secteur auto nous dise feu vert. Et on part. Donc là aussi, à observer, à surveiller, mais pas à rentrer maintenant. Orange, seule valeur verte aujourd'hui. Mais pour moi, ça commence à être mauvais quand même. Là, ce chandelier-là, hein, sur un gap qui a été comblé dans la journée, mèche haute, mèche basse, une grosse figure qui annonce peut-être un changement de tendance. Et comme la tendance a été haussière, moi je m'attends à une baisse. Sur Orange, déjà, j'étais surpris qu'elle monte à ce point-là. Un peu comme sur les bancaires, préparer les stops. Et là, ça commence à arriver. Et je pense qu'elle survit actuellement que grâce aux flux qui viennent sur elle, parce que tout est rouge. Donc on joue un peu les défensives. Et ces 3 derniers jours, ça l'a fait tenir là. Mais elle arrive même pas trop à progresser. Je pense que sur Orange, on va gentiment revenir vers les 11, même en dessous des 11. Donc c'est absolument pas la valeur que je jouerais. Et même si j'étais dessus, hein, je ne mettrais pas des stops, là je partirais sur Orange. Je me trompe peut-être, mais plutôt négatif. Pernod Ricard, toujours non. Hein, on avait espéré avec la Chine éventuellement un retour, parce que la Chine a reporté un peu son audit sur les spiritueux pour éventuellement baisser les taxes qu'elle a mis à l'Europe en mesure de rétorsion aux taxes de véhicules électriques. Mais là, ça ne fonctionne pas. Les États-Unis toujours, hein, qui tapent sur les spiritueux et les vins français. Donc ça continue de descendre. Et ça continue quand même bien bas, parce que les 100 que tout le monde voyait, que tout le monde visait, et que ça intéressait pas mal de monde, hein,
Eh ben on est déjà sous les 90. Qu'est-ce qu'on peut acheter sur Pernod? Des accords sur les taxes moins chères des États-Unis et de la Chine, ou des deux, mais pour le moment, on n'a que des rumeurs, et puis ça, on le voit que ça ne fonctionne pas, donc plutôt éviter ce secteur-là aussi. Publicis. Publicis qui avait quand même une belle zone de réaction sur les 90, qu'il a lâché. Forcément, on va retrouver le support suivant, à savoir les 72-75, on est dessus. Là aussi, c'est un peu sévère hein, sur Publicis. Alors, elle aussi, elle vend pas mal aux États-Unis, je crois. Alors, ce support-là serait surprenant qu'il pète quand même. Donc, on s'attend plutôt à de l'accumulation sur les 72-75 avant un redémarrage. On pourra surveiller éventuellement hop, l'oblique RSI hein, pour rentrer, je pense. Cassure des 30, cassure d'oblique RSI, accumulation au-dessus des 72-75, ça peut être intéressant pour jouer un début de retournement sur Publicis, parce que les chiffres sont plutôt bons, et puis elle est devenue, je crois, la numéro 1 au monde hein, en termes de médias comme ça. Elle a dépassé le britannique WPP, donc la chute me semble énorme. J'ai pas vu, alors mettez-le en commentaire si vous êtes au courant hein, d'une raison particulière, autre le contexte actuel qui peut expliquer la baisse de Publicis. Mais ça me semble quand même super sévère hein, sur cette valeur-là. Renault, bah, tout le secteur auto, moins bon. On a parlé hein, longtemps de ce carré bleu qui était la zone de vente sur Renault, difficile à repasser. C'était ici à l'avant Covid. Quand on y est revenu, on a vendu, hein, notamment au début d'année 2024. Début d'année 2025, c'est la même chose. C'est compliqué. Puis avec un secteur auto qui va pas bien, c'est quasiment impossible de le passer, hein, ce carré sur les 50, 56. Donc derrière, ça vend. Le gap, il est ici maintenant. Éviter le secteur auto, sauf, comme d'habitude, les Chinoises et Ferrari. Sur Renault, on attendra un peu plus. Safran, l'oblique sur les plus bas, on y est revenu, on a rebondi, on le travaille. Alors oui, on casse la moyenne à 200, mais on a un contexte plutôt intéressant sur Safran, sur des valeurs comme ça, avec pas mal d'investissements défense-guerre Europe. Donc je pense que sur Safran, hein, ça devrait faire ça et puis repartir tranquillement. Donc là aussi, pour plus de... Alors si on est dessus, faut éviter de vendre, hein, je pense, Safran. Faut plutôt rester, rien faire. Et si on veut re-rentrer, on surveille ça. Un retour du RSI au-dessus des 30 et puis la cassure d'oblique RSI qui devrait plus ou moins nous amener à suivre l'oblique ici sur les plus bas, hein, l'oblique verte. Mais sur cette valeur-là, on est plutôt aussi favorable. Et puis la baisse, elle est un peu sévère aussi. Hein. Perdre 27%, c'est beaucoup trop. Saint-Gobain. Saint-Gobain qui valorisait un peu haut, hein. Ils avaient fait que monter, donc pas surpris d'une baisse, c'est plutôt une opportunité intéressante. Je pense sur Saint-Gobain, on va attendre des meilleures nouvelles sur la construction, mais Saint-Gobain était plutôt bien. Alors elle avait aussi des marges intéressantes dans la chimie, on a vu que la chimie était bien aussi. Avant les taxes de Trump, hein, c'était en train de repartir. Et c'est un peu tout remis vers le bas. Mais Saint-Gobain, a priori, il devrait s'en sortir aussi. Ils sont aussi pas mal implantés, je crois, pas mal de chiffres d'affaires en Amérique du Sud. Donc, ils sont autour de la planète aussi, Saint-Gobain. Ils n'ont pas que l'Amérique du Nord. Donc, le gap, il est sur les 68,95. Il n'a pas été comblé, on le voit ici. Le plus bas, 71,92. Non, c'est pas celui-là. Hop. Ah si, c'est celui-là. C'est la deuxième ligne. Donc il y a éventuellement encore un petit gap à combler sur les 68,95 pour aller peut-être ici. Mais ce qu'on peut surveiller, c'est, je pense, hein, toute cette zone-là qui devrait être travaillée avant un début de réaction. Là aussi, évidemment, court terme, mauvais. Risque de volatilité, donc
pas surinterpréter les rebonds ou les ventes, mais si on reste là, hein, pour Saint-Gobain, on espéra casser et puis retrouver un cours au-dessus des 80, au-dessus des 80. On sera en embuscade pour repartir et il y aura certainement des bonnes nouvelles, hein, sur la construction. Sanofi, bah, on l'a dit, hein, les taxes sur le secteur pharmacie santé vont être annoncées très bientôt par la Maison Blanche. Et Sanofi, bah, il risque de s'en prendre aussi un coup sur le museau, donc ça vend. Est-ce que ça peut être intéressant de se replacer sur Sanofi? On a perdu 21% en un mois. Là aussi, ça semble sévère. On va éviter quand même d'anticiper parce que les taxes, ça risque aussi de mettre pas mal de pression sur les marchés, sur les valeurs concernées. On l'a vu, hein, aux États-Unis aujourd'hui. Donc sur Sanofi, il vaut mieux attendre un peu. Mais on va retrouver aussi un cours assez bas. Alors, elle a du mal quand même à performer, hein, Sanofi. Était un peu décevante. Et puis, dès qu'on redépasse les 100 euros, on n'enclenche pas de bonne dynamique. C'est pas ma favorite parmi les valeurs santé. C'est une des seules qui est au CAC 40 avec Eurofin. Mais j'attendrai des signaux un peu plus forts, je pense, pour me replacer sur Sanofi. Et puis à court terme, on a quand même un contexte compliqué. On pourra jouer éventuellement sur Sanofi, ouais. Les 80, si on y revient, mais ce sera pas forcément une bonne nouvelle. Plutôt attendre quand même sur cette valeur-là et voir la réaction qu'on aura du marché sur les taxes. Et comment le marché va revenir dessus ensuite. Schneider, donc c'est une des valeurs, hein, que j'avais vendues, sur lesquelles j'étais plutôt favorable, mais avec le contexte négatif un peu global et les valeurs IA qui reprennent pas, j'ai préféré vendre pour me réinvestir ailleurs, hein, notamment sur les valeurs défensives européennes, défense-guerre, et vendre quelques valeurs comme ça qui, même sur le long terme, je pense, sont favorables. À court terme, on avait quand même quelques inquiétudes. Donc Schneider, on y reviendra éventuellement, hein, comme sur le grand, hein, quand l'IA reviendra, quand Nvidia donnera ses résultats, quand les annonces de data center reprendront plus fort, si elles reprennent. Mais vu les investissements, je serais surpris que ça baisse éternellement. Mais oui, on a évité. Alors, petite baisse quand même, parce que petite moins-value, hein, sur Schneider, parce que on avait espéré, hein, une réaction autour des 220, 240, et elle n'a pas eu lieu. En partie à cause de Donald, mais pas seulement. 168, plus haut de 2022, échec 2023, cassure fin 2023, boum, on revient. Début 2024, on lance. Donc cette zone-là, les 168, exactement 168.72, ça devrait fonctionner. Alors là, on est juste au-dessus. Mais on voit aussi le triangle, hein, qui est extrêmement long. Et ça nous amène potentiellement à l'année prochaine. Alors j'espère qu'on aura une réaction avant, mais c'est pour ça, quand on voit quand même ces figures assez longues et qui sont pas favorables à court terme, plutôt attendre, plutôt sortir et puis re-rentrer, hein, quand on a des dynamiques qui se mettent en place. Société Générale, bah idem, hein, les bancaires, fallait prendre ses bénéfices. Ici, probablement, sur cassure de moyenne à 20, on avait une alerte et puis derrière ça descend, donc il faut vendre. Ça résiste quand même un peu mieux, Société Générale, mais là aussi, hein, quel intérêt de le prendre maintenant? Je pense pas beaucoup, donc il vaut mieux attendre, même une dégradation un peu plus basse pour avoir déjà un prix plus intéressant, et puis surtout rejouer les dynamiques favorables. Et actuellement, les bancaires sont pas au mieux, donc plutôt négatif à court terme. Stellantis, non, ils fabriquent au Mexique, ils fabriquent au Canada. Le Mexique-Canada, ils se sont fait défoncer par les taxes. Ils vendent énormément aussi aux États-Unis, donc ils ont le combo parfait, Stellantis, pour avoir des marges catastrophiques. Ils vont devoir payer des taxes, ils vont devoir éventuellement refaire des usines aux États-Unis pour payer moins de taxes, mais ils ont tout faux là. Alors, là aussi, ils pouvaient pas
forcément, fondamentalement anticipé ce que Donald Trump allait annoncer, mais c'est catastrophique, Stellantis. Euh, Même dû shorter Stellantis depuis des jours, si ça vaut le coup encore maintenant. Mais quand on voit tout ce qui se met en place, on peut pas acheter Stellantis. On achètera Stellantis le jour où Trump il nous dit les taxes sur le secteur automobile, bah, on les baisse et puis il y en a quasiment plus, ou 10% ou moins. Et là on se dit Stellantis va rebondir, mais non, sinon il n'y a pas de... Ils sont dans le pire scénario possible actuellement, Stellantis. Et on parle pas aussi des problèmes qu'on a en France et en Europe avec les problèmes moteurs, les problèmes d'airbag, problèmes d'image, problème général du secteur auto, électrique et hybride en France qui se vendent pas parce qu'il n'y a pas assez d'aide et que c'est trop cher, comparatif avec les Chinois qui sont moins chers, tout ça plus les taxes, Stellantis, ils sont rouges partout. C'est une catastrophe, donc c'est normal que ça descende et que le graphe aille encore plus bas, et puis on peut aller sur le plus bas Covid, hein, ce serait pas surprenant, parce que le contexte, il est parfait pour une catastrophe sur Stellantis, donc on y va tout droit, et il y a absolument rien à faire, à part éventuellement shorter. Alors le problème, c'est que c'est un peu tard, peut-être, mais moi je serais pas surpris de voir Stellantis toujours plus bas, hein, euh, oui, sur les 6 ou moins, à moins qu'on ait une réaction sur les droits de douane. STM, non, hein, je vous l'ai dit, STM, ça fait partie des mauvais élèves. On est déjà dans un secteur semi-conducteur qui a du mal, on va pas en plus jouer les plus mauvais comme STM. Alors je sais pas ce qu'ils font encore au CAC 40 STM, parce que c'est n'importe quoi ce qu'ils font depuis des années. En plus, avec l'Italie, c'est une co-entreprise franco-italienne. Ils se tirent un peu les pattes. Un coup, il n'y a pas assez d'ingénieurs français ici. Il faut qu'ils les rapatrient sur le site. Enfin, ils sont toujours en train en interne, se tirer les pattes entre Français et Italiens. Le secteur va pas bien. Les chiffres de STM sont mauvais. C'est pareil. C'est absolument pas une valeur à acheter. Et on le dit depuis des mois, hein, depuis au moins ici, depuis quasiment un an. Donc non, sur Stellantis. Alors le jour où le secteur semi rebondit et va mieux, oui, STM ils vont faire un petit rebond, mais entre-temps ils auront déjà tellement dégradé la valeur, pioché dans la trésorerie et dégradé les finances, que le rebond il sera certainement moins fort. Et ça vaudra pas le coup de les prendre, de les reprendre, faudra mieux jouer les autres. On a Ribert qui est pas mal en France. Petite valeur Ribert, mais super intéressante. On va pas jouer STM. Téléperformance, ouais, grosse chute, hein, ça continue, mais alors on a toujours encore la réaction sur les 77. On a méché, hein, sur les 77, on revient. On attendra les résultats, hein, qui vont pas tarder aussi sur Téléperformance. Toujours un peu sévère. Moi, j'ai une petite ligne dessus, alors pas énorme, hein, je suis sur les 100 euros. J'ai pas une grosse ligne, donc je suis pas énormément impacté par la baisse, mais c'est toujours une valeur auquel je crois et qui mérite de repartir. Les fondamentaux sont plutôt solides aussi sur Téléperformance, et continuent de gagner de l'argent. Alors, l'IA et certains acteurs IA en ont mieux profité. On espère de la baisse de coûts, hein, notamment sur Téléperformance. Avec l'IA, c'est là-dessus qu'il faut qu'elle communique, à la fois dans ses communications, mais aussi sur les chiffres, hein, notamment les baisses de coûts, les marges qui doivent être augmentées, mais a priori, il y a plus trop de raisons de baisser, hein, sur Téléperformance. On a déjà vendu tout ce qu'on pouvait vendre, donc on s'attend plutôt à une reprise sur le titre, à moins qu'elle nous sorte des chiffres catastrophiques. Moi, je jouerai, hein, je continue de jouer le retournement sur Téléperformance. Alors là, comme d'habitude, hein, le contexte, on a tout vendu. Même Téléperformance qui n'est pas forcément le plus impacté par le contexte global, mais ça vend aussi. Alors la bonne nouvelle, c'est que là, on commence à être bien bas niveau MACD. Donc, potentiellement, hein, des zones d'investisseurs que les investisseurs vont trouver intéressant, hein. Techniquement, ça va redevenir favorable. Et on voit que malgré cette baisse aussi, on n'est pas encore sous les 30 niveau RSI. Donc,
Là aussi, il n'y a pas de panique pour le moment sur le titre, tant qu'on tient les 77. Thales, toujours plutôt favorable moyen long terme sur les valeurs défense et guerre. Hein. Thales qui a une petite panique lundi, mais on voit que ça a été en partie racheté. On revient, on accumule énormément sur ces valeurs-là pour jouer la suite, pour jouer les contrats, pour jouer 2025-2026. On est en phase de consolidation et on consolide plutôt à plat ou plutôt bas pour le moment hein, sur Thales. Donc c'est un signe de force. Moi je suis dessus en partie. Je suis aussi sur un ETF défense avec Thales. Et je joue le long terme sur ces valeurs-là. J'ai pas trop d'inquiétude hein, à avoir. Total Energy, bah non, on l'a vu avec le Brent hein, qui pioche vers le bas. Hein, le Brent avec la demande qui baisse forcément avec les taxes. Ça n'aide personne. Total, pas terrible. On casse même les 49. Alors ça, c'est un peu inquiétant pour Total parce que c'était le plus bas hein, du mois de décembre. Et on espérait une réaction sur Total. Mais là, il y a pas mal de choses qui se mettent en place hein, avec la baisse de croissance américaine, éventuellement une récession, on verra. Baisse de demande mondiale. Et puis les taxes. Donc, malgré la politique un peu pro-pétrole de Trump, ça suffit pas. Ça suffit pas pour le pétrole. Il faudrait une grosse reprise de la Chine. Pour l'instant, on a une petite reprise de la Chine. Donc, le pétrole, à regarder. Alors, on a quand même des baisses importantes. Total, il se comporte souvent bien, mais c'est ces niveaux-là hein, qu'on n'aurait pas dû casser si on était vraiment fort, s'il y avait beaucoup d'investisseurs qui s'intéressaient, qui voulaient rentrer encore sur Total, sur les 54. C'est ces niveaux-là qu'on aurait dû sauver, on le voit là à court terme. Le rebond dessus, une fois, le deuxième rebond, il est au-dessus. Et puis là, boum, on l'a cassé. Donc sous les 54, moi je suis assez négatif sur Total. Puis là, la grosse cassure aussi du plus bas. Ça reste une valeur intéressante hein, qui continue de gagner, mais avec les marges de raffinage, déjà, ça lui a fait de mal. Là, la baisse du prix du pétrole assez forte, on devrait le voir aussi à la pompe. Alors, c'est la bonne nouvelle hein, pour ceux qui ont une voiture, notamment. Ça va coûter moins cher, mais Total, on n'est pas dans une dynamique intéressante. Si on veut acheter du Total, on l'achète pour le dividende et pour le long terme. C'est tout. Parce qu'actuellement, il n'y a pas grand-chose à faire sur Total. Unibail. Non, il y a eu. Alors, il devrait notamment, je crois que c'est en Allemagne, il y a un gros centre commercial qui devrait ouvrir au mois d'avril, il me semble. Je ne sais plus si c'est Berlin ou Offenheim. C'est une grosse ville allemande. Ça avait été reporté déjà de plusieurs mois. Elle a quelques actifs aussi aux États-Unis. Elle a fait quelques sessions importantes. Mais là, oui, graphiquement. Cette séquence-là. Alors, j'ai pas suivi ce qui s'est passé sur Unibail, mais dernièrement, j'étais un peu inquiet, notamment hein, sur ce qu'elle avait fait ici. Ouais, ça précède un peu sa chute. Il y avait eu des annonces pas très claires aussi, limite sur des augmentations de capital un peu qui disaient pas leur nom. Donc, je sais pas ce qu'ils font actuellement Unibail, mais c'est un peu inquiétant. Et puis les investisseurs ont carrément vendu hein, clairement la valeur. Euh, si vous avez pareil si vous suivez éventuellement le dossier d'un peu plus près, n'hésitez pas hein, à mettre en commentaire. Mais il y a potentiellement un loup hein, en ce moment sur cette valeur-là. Donc je vois passer quelques news comme ça et les messages hein, du marketing sont pas toujours très clairs. Donc, quand je vois ça, ça m'inquiète un peu pour la suite. Donc, plutôt négatif depuis quelques mois déjà, mais là, on a la confirmation hein, avec les ventes assez fortes. Veolia, surprenant cette baisse assez forte de Veolia. Toujours plutôt favorable. On a des retours ici, on le voit, le marché l'achète. Hein. Alors, on est en train de tenter de revenir au-delà de la moyenne à 200.
Et c'est peut-être ça qu'il faudra attendre pour racheter. On a mis un gros gap, peut-être un peu trop sévère sur Veolia, hein, qui a pas mal de contrats un peu partout dans le monde, notamment au Moyen-Orient. Ouais, on a quand même des beaux signes avec une mèche basse hier, un beau chandelier vert aujourd'hui. On est toujours sous les 29, mais si on revient au-dessus des 29, je pense qu'il faudra se placer là aussi. On voit la grosse baisse trop sévère, selon moi, hein, sur Veolia, qui a jamais été très apprécié en bourse, très valorisé. Mais oui, si on retravaille un peu gentiment et qu'on revient ici, 29, 29,3, 29,4, il faudra acheter. Donc attendre. Alors ça va arriver vite, hein, vu la force de la baisse. Le cours sous le niveau 0 MACD en version de tendance, il faudra acheter, je pense. Pas se précipiter comme d'habitude, mais quelque chose à faire sur Veolia. On le voit là aussi. Cette zone-là, échec, échec, on l'avait pas passé. Là, on la passe facilement. Donc là, on est pareil dans cette même dynamique, hein. Échec pour l'instant, une fois. C'est la zone à casser, hein, 29 environ, sur Veolia. Et puis Vinci, alors qui a fait on l'avait Vinci, hein, on l'avait joué notamment à la fin de l'année 2024. Gap, cassure, on est allé chercher la résistance à 115, derrière les prises de bénéfices sur 120. On l'avait dit, je crois, 120, c'était l'objectif. Alors, elle l'a touché, et puis à 10 centimes près, et après on a vendu. Alors, moi j'avais vendu avant, mais sur Vinci, là aussi, un peu comme sur Veolia, sévère la chute. Son marché américain est pas énorme. Nord-américain, je ne sais même pas s'il existe, mais ça doit être assez faible. Il y a un marché plutôt énergétique, hein, avec Cobra, je crois, et ta production d'énergie qui est en train de se développer sur Vinci. Il y a les concessions autoroutières, les concessions aéroportuaires. Ça se développe bien. Super valeur. La réaction, lundi, chandelier, boum boum, mèche haute, mèche basse. Réaction sur moyenne à 200. Donc là, on est en train de travailler et on travaille plutôt au-dessus. Donc plutôt favorable. Là aussi, il faudra attendre quelques jours. Mais on retrouve un prix pas excessif avec une dynamique plutôt favorable sur Vinci. Donc c'est une valeur à suivre aussi et peut-être à acheter prochainement. Si on tient une zone autour des 105, 106, 107. Attendre, je pense, un peu de baisse de volatilité parce que là, on le voit, c'est n'importe quoi, hein. On monte à 112. Et on descend à 104 dans la journée, c'était lundi. Donc là, ça va se baisser un peu. Donc ce qu'on peut regarder éventuellement, c'est ça. Le travail qu'elle va faire ici. On va faire, hop, donc comme ça, on baisse, on monte, on fait un de moins en moins volatile. Et puis à un moment, boum, on casse vers le haut. Et si ça se passe, il faudra acheter. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ah oui, une dernière chose, je voulais vous dire, moi je suis rentré sur Xiaomi aujourd'hui. Belle valeur, hein, Xiaomi, c'est à la fois véhicule électrique, à la fois les téléphones portables, et aussi les services en Chine, hein, services cloud, services internet. Elle a un marché domestique intéressant, important, et puis avec ce qui se passe aux États-Unis, oui, impacté, mais elle a un marché domestique qui devrait la soutenir. On avait parlé, hein, des 4-7. Alors là, c'est au Nasdaq, mais elle est possible aussi de la voir en Europe, hein. Xiaomi, elle cote un peu partout. On va prendre, pour des questions de simplicité, le cours. Ici, au Nasdaq, 4,76, le plus haut de janvier 2021. Échec 2025. Et on casse en 2025. On l'avait dit, retour sur les 4,76 à acheter, c'est ce qu'elle a fait. On est revenu autour de la moyenne à 200. Des chandeliers rachetés. Et puis là, aujourd'hui, c'est pareil, c'est racheté. Donc je suis rentré aujourd'hui sur Xiaomi. Peut-être un peu tôt, parce qu'on attend la cassure éventuellement de cette oblique. Alors là, c'est le Nasdaq, donc c'est pas son marché d'origine. C'est pour ça que les obliques sont pas forcément les plus pertinentes par rapport à son vrai marché, hein. C'est pareil, les volumes, c'est les volumes du Nasdaq OTC, donc c'est pas très intéressant. Mais oui, sur Xiaomi, moi je vois juste de la consolidation, des zones d'achat, des opportunités.
et une valeur qui est en pleine bourre depuis des mois, donc plutôt intéressant à acheter, éventuellement à renforcer hein, ces prochains jours si on a une confirmation. Mais voilà, donc la dernière valeur sur laquelle je suis rentré notamment, c'est Xiaomi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire, des réactions, hein, des interrogations sur la bourse ou le trading. J'y répondrai. Bon trade, à plus!